Eh bien, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais encore assez tabou, c'est l'argent dans le couple. Donc, comment optimiser et organiser ses finances à deux? Faut-il un compte commun? Comment construire un patrimoine ensemble sans créer de tension ou de déséquilibre? Dans cet épisode, on va donc parler organisation, patrimoine, investissement, mais aussi, ça sera dans une deuxième partie, cadre et protection du conjoint. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Ernoux, conseillère en investissement financier et gestionnaire de patrimoine, qui accompagne aujourd'hui plus de 140 clients. Merci d'être là, Morgane. Hello Emilien. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté et nous expliquer un peu ton parcours? Eh ben écoute, moi je suis conseillère en gestion de patrimoine indépendante depuis 3 ans. Donc j'ai monté mon cabinet en octobre 2023 au sein d'un réseau dans lequel aussi je forme du coup maintenant les conseillers de demain. Et comme tu as dit, bah, effectivement, maintenant, j'accompagne presque 150 clients dans la gestion de leurs finances et leurs investissements et une quinzaine de particuliers en reconversion qui vont devenir ou qui sont déjà conseillers en gestion de patrimoine. Et je suis aussi en couple, pacsée et maman d'un petit Félix qui a 3 mois. Donc voilà, l'argent en couple devient d'autant plus un sujet quand on a un enfant en commun. Eh ben oui, t'es la personne idéale du coup pour répondre à toutes ces questions qu'on pourra se poser aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du sujet encore tabou. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, parler d'argent dans un couple, c'est encore tabou en France? Alors ça, je pense que la génération là des trentenaires, ça va mieux qu'avant. Mais effectivement, enfin, il y a encore beaucoup de couples où c'est tabou. Bah, moi, dans mon métier, du coup, il y a toujours un premier rendez-vous avec les clients quand ils sont en couple. Bien sûr, on leur demande de venir en couple, où on parle bah, de leurs projets, de leurs objectifs. Et on parle du coup aussi bah, de la retraite, projection retraite, salaire, impôts, etc. Et il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas combien l'autre gagne. Ils découvrent au rendez-vous combien leur conjoint ou conjointe gagne. Enfin, ils savaient même pas à peu près, quoi. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu leur propre fiche d'impôt. Parfois, on affiche la fiche d'imposition et il y a un des membres du couple, désolé des stéréotypes, mais souvent c'est la femme qui dit: «Ah, c'est sympa, c'est ça une fiche d'impôt?» parce qu'elle a jamais vu sa propre fiche d'impôt parce que c'est le mari qui gère. Ouais, donc parfois c'est encore un peu compliqué. Et puis, en rendez-vous, on voit aussi des gens qui n'ont pas du tout les mêmes rapports à l'argent. Donc, il y a parfois des tabous autour de certains projets, quoi. Là, on avait un cas avec un de mes mentorés d'un couple. On leur disait, bon, bah, ça va coûter combien votre mariage? Et ils ont répondu presque en même temps. L'homme disait 12 000 euros et la femme 45. Oui. Voilà, on était là, bon, alors, il va falloir nous mettre d'accord sur cet objectif. Donc voilà, plus que le tabou, c'est encore des discussions qui sont pas abordées au quotidien et du coup qui parfois enfin, on se fait une montagne de certaines discussions sur l'argent. Et il y a une raison à ça, tu penses? Ou c'est le fait de se dire que les gens, quand ils se mettent en couple, c'est pas forcément un point sur lequel ils vont discuter parce que ça peut être source de, comment dire, source de, un peu de De tension, quoi. crispation, ouais. Ouais, ça peut être source de tension. Il y en a il y a des gens qui en ont rien à faire, qui pour eux c'est un non-sujet. Le temps que la carte bleue marche, ils font marcher la carte bleue. Il y en a d'autres, à l'inverse, ils font hyper attention, ils checkent leur compte et parfois, bah, du coup, ils veulent pas en parler à l'autre parce qu'ils ont honte de checker autant leur compte, ils ont peur de passer pour des radins. À l'inverse, celui qui utilise sa carte bleue et tant que ça marche, il continue, bah, il voit pas l'intérêt d'en parler. Donc c'est vraiment en fait des personnalités qui se rencontrent. Mais plus que dans le couple, hein, je pense que l'argent c'est encore tabou en France. Et du coup, le couple ne fait pas exception, tu vois, à la règle. Je sais pas toi, mais moi, tu vois, j'ai 35 ans. Si ce soir, j'arrive à mon dîner à table avec mes potes et que je dis, allez, on fait un tour de table, tout le monde donne son salaire mensuel, il y en a plein, ils vont pas vouloir. Ils vont me regarder, ils vont dire, bah non, mais c'est quoi cette question? Je suis pas à l'aise, je le dis pas. Enfin voilà. Et pourquoi en fait? Enfin, tu vois, pourquoi au final? C'est toute la tradition judéo-chrétienne qui nous tombe dessus. Il faut pas dire qu'on réussit, il faut pas dire qu'on a un gros salaire. Et c'est presque, on serait plus fier de dire, moi je touche le SMIC, mais j'adore mon travail, plutôt que de dire, bah voilà, moi je touche 8 000 euros par mois et je suis contente de gagner cet argent, quoi, tu vois. Après, C'est la tradition.
C'est un sujet qui se démystifie aussi, non? Avec la démocratisation financière. Franchement, je trouve que c'est encore très très tabou. Alors toi, t'es peut-être un peu plus jeune que moi, mais moi, c'est encore très tabou, hein. Tu vois, genre là, ma mère, elle passait à la retraite et je disais, ah, ça va être quoi le montant de ta retraite? Tu gagnais combien sur ta dernière année de boulot? Ah, ils veulent pas trop. Putain, c'est pas anodin comme question, quoi. Tu sens que ça crispe un peu. Ouais. Bah, de toute façon, tu dois le voir directement en appel quand tu leur dis, OK, combien tu gagnes? Là, si la personne se ferme un peu, bon, après, ça reste ton métier. Mais C'est ça. Quand il y a le CGP, bizarrement, c'est bon, ils sont contents. Limite, ils sont contents de pouvoir en parler. Enfin, enfin, je peux balancer tous mes trucs. C'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, tu vois, t'as pas envie de parler de tes problèmes de peau, ou de ton truc qui te gratte derrière l'oreille à tes potes. Et par contre, t'arrives chez le médecin et là, tu balances tout parce que t'es super content que ouais, enfin on t'écoute, quoi. ouais, parce que C'est un c'est peu ça. On a un peu le médecin des finances personnelles, quoi. c'est clairement ça. Et quelles peuvent être les conséquences justement de ne pas en parler quand on est en couple? Bah, ça peut créer des tensions qui sont très fortes. Euh, ça peut créer du ressentiment aussi. Pourquoi l'autre il fait ci, pourquoi l'autre il fait ça. Des incompréhensions, qu'il y en a un qui paye et l'autre qui paye pas. Il peut y avoir des incompréhensions sur, je sais pas, des différences de valeur de cadeaux, de sorties. Il y a un risque quand même en couple là, que je vois beaucoup, c'est qu'il y en ait un qui gagne plus que l'autre et du coup qui tire le niveau de vie du couple vers le haut. Donc tu vois, par exemple, enfin, si il y a, allez, on va faire le stéréotype, mais monsieur gagne 2 fois plus que madame, et monsieur, il a envie du coup bah, de partir en vacances à l'étranger avec des avions, qu'il a envie de s'acheter un canapé de luxe. Et du coup, bah, si madame doit à chaque fois suivre ça, ça peut devenir hyper compliqué et elle peut se retrouver vraiment étouffée par le niveau de vie. Sauf que s'ils en parlent pas, déjà, elle se retrouve étouffée, ça la gêne, mais elle ose pas dire, bah non, moi je peux pas venir au resto, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Et puis l'homme, ça peut, au bout d'un moment aussi, peut-être le crisper, de dire, bah, pourquoi elle refuse telle sortie, pourquoi elle veut pas aller en week-end, enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est comme tout, hein, dans les couples, mais les problèmes de communication peuvent créer des tensions, des crispations, voire même ça peut devenir dangereux, parce que c'est dangereux de vivre au-dessus de ton niveau de vie, c'est dangereux voilà, de pas être honnête sur ce qu'on peut se permettre ou pas. Donc voilà, faut faire hyper attention à tout ça. Ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, tout part de la communication et avoir une communication comme nous, on peut avoir transparente. Et ben, du coup, la même chose en couple, je pense, c'est essentiel, c'est important. Et par rapport à ça, est-ce que, de par justement ton expérience et de toutes les personnes que tu as pu discuter, avec lesquelles tu as pu discuter, qu'elles soient en concubinage, pacsées ou mariées, ça change quelque chose dans leur manière de parler à l'argent, enfin de parler entre eux de l'argent ou non, ça reste toujours, t'as des sujets quand même toujours tabous. Bah, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'observe, j'ai l'impression quand même que au début des relations, quand on est en concubinage, c'est là où c'est un peu plus tendu parce que bon, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? On n'a pas forcément envie de montrer tout son jeu dès le départ, et on n'a pas de fiche d'imposition commune, par exemple, donc on sait pas, on peut ne pas du tout savoir le revenu de l'autre, alors que normalement, bah, avec la fiche d'imposition commune, si on se connecte sur son espace en ligne, c'est bon, on voit le patrimoine de l'autre, on va dire, chérie, tu m'as pas dit que t'as eu autant de bonus cette année. Voilà, on a un peu on a la vision, plus personne, ça devient un peu plus transparent. Mais en concubinage, on peut très bien n'avoir aucune vue quoi sur ce qui se passe. Et j'ai quand même l'impression, enfin peut-être que j'ai un biais, mais j'ose espérer que plus la relation avance, plus on est obligé de parler de ces sujets. Typiquement, quand on commence à avoir un bien immobilier en commun, donc un remboursement en commun, ou des enfants avec des dépenses pour les enfants qui sont forcément des dépenses communes, là on est obligé à un moment de se mettre autour de la table et de dire bon bah l'emprunt est-ce qu'on le paye à 50-50 ou pas, la crèche est-ce qu'on la paye à 50-50 ou pas. Donc j'ai l'impression que plus ça avance, plus on en parle quand même. Oui, parce qu'il y a des sujets de plus en plus communs, donc t'as une obligation en fait d'en parler quoi. Bah t'es fortement incité parce que ça peut plus fonctionner juste comme ça, ah, je t'invite au resto et tu payes le prochain quoi. Ok. Ok. Mais écoute, là on a regardé, on a fait un petit peu le tour du côté négatif, on va dire. Maintenant, on va regarder un petit peu et on va approfondir sur les fondations, comment organiser son argent à deux. Du coup, pour un couple qui nous écoute aujourd'hui, par où commence-t-on quand on souhaite mettre de l'ordre dans ses finances en couple? Par où on doit commencer? Bah, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de faire un budget de couple.
Donc de se dire, bah voilà, quelles sont au moins les dépenses, bah, idéalement faire un budget même perso et couple, quoi. Mm. Quelles sont les dépenses qu'on fait en perso, quelles sont les dépenses qu'on fait en couple, donc pour la maison, etc. Nous, c'est un exercice qu'on fait faire aux clients en gestion de patrimoine. On fait toujours un rendez-vous où on leur fait faire leur budget. Et il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, ah, bah, c'était intéressant de faire le budget, on l'avait jamais fait. Donc, si vous n'arrivez pas à vous motiver, appelez un ancien de patrimoine, il vous le fera faire et au moins vous serez obligé de vous y mettre. On fait son budget, et du coup, on définit ensemble, bah, à la fin, enfin, combien on a besoin d'argent en commun. Euh, Idéalement, enfin, moi, je trouve ça quand même beaucoup plus simple d'avoir un compte commun. Après, pour mettre le budget commun, alors c'est surtout vrai si on vit ensemble. À partir du moment où on vit ensemble, là, du coup, on a un loyer. Il faut faire attention parce que, si imaginons que vous avez 1000 euros de loyer, et si c'est monsieur qui paye le loyer et madame qui le rembourse 500 euros sur son compte courant, bah, ça peut être considéré comme une donation. Pourquoi madame donne 500 euros tous les mois à monsieur? Enfin, c'est un jour, le fisc est mêlé là-dedans, il va dire, bah, attendez, je comprends pas. Ils ont dit, mais si, c'est pour payer le loyer. Il fait, ok, mais là, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est un flux de madame vers monsieur, c'est pas un flux de madame vers un bailleur, quoi. Donc, même pour rester un peu, on va dire, dans la légalité, pour pas que le fisc vienne vous embêter un jour sur des donations, etc., c'est bien d'avoir un compte commun sur lequel partent les dépenses communes. Donc, grâce au budget, vous savez quoi mettre sur le compte commun tous les mois et vous pouvez faire les dépenses communes là-dessus. Et après, la question de se dire, est-ce que quand on a un conjoint, qu'on est marié, est-ce qu'on garde des comptes séparés en plus? Ça, c'est un peu relatif à chacun. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans la société où, enfin, si les deux conjoints travaillent, moi, je trouve ça quand même plus agréable d'avoir chacun un compte séparé et un conjoint pour les dépenses communes. Est-ce que les comptes séparés, c'est après il y a deux, enfin pour moi il y a deux philosophies. C'est est-ce qu'on a majoritairement en commun, genre le salaire arrive en commun et après on se garde un compte séparé pour faire ses plaisirs perso, ou est-ce que on a plutôt des comptes séparés et on met de l'argent pour les dépenses communes sur le compte joint. C'est un peu deux philosophies quoi. Est-ce qu'on est plutôt tout ensemble ou si on est plutôt séparés avec une partie ensemble. Mais il faut savoir que bah voilà déjà si on a un compte joint, enfin c'est un peu les réflexions. Mais on se dit, bah voilà, si moi j'ai envie de me faire un petit kiff de partir un week-end avec des copines, bah c'est un peu bizarre si je dépense ça sur un compte joint. Et on va tirer le fil pour le cas extrême. Si je veux faire un cadeau à mon mari, eh bah, est-ce que je dépense sur le compte joint? Du coup, il voit le prix du cadeau, il voit où ça a été acheté, je peux pas faire de surprise. Bon, voilà. Du coup, moi, je trouve ça plus agréable d'avoir mon compte perso et un compte joint. Je pense que c'est quand même le cas de la plupart des gens aujourd'hui, d'avoir au moins un compte perso. Mais C'est et ce il que faut tu savoir que les comptes joints, parfois on s'en fait une montagne. Enfin, moi, j'ai des clients qui s'en font une montagne. C'est hyper facile à ouvrir. Il y en a même maintenant sur les applis comme Sumeria, donc l'ancien Lydia. Nous, par exemple, on a un petit compte, on va dire, d'épargne pour les projets sur Sumeria. On a chacun un accès, on a chacun une carte. C'est gratuit, c'est hyper simple. Donc, c'est pas la peine de s'en faire une montagne sur ah, ça va être compliqué, il faut envoyer des papiers, ah, on préfère gérer sur un truc en. Non, c'est hyper facile, faites-le quoi. C'est gratuit maintenant pour chez la plupart des banques. Ouais, avec les plateformes en ligne aussi, ça peut être vraiment pas mal. Ok, donc là on a vu la partie. Donc toi, à titre perso, tu fais plus ça. Vous avez chacun un compte séparé, plus un compte joint. Ouais. Alors moi, je suis pas je suis un peu les cordonniers mal chaussés, tu sais, parce que nous, on se pose encore, ça fait 6 ans que je suis en couple, et on se pose encore plein de questions sur la gestion de l'argent, notamment, bah, tu vois, avec les revenus d'entrepreneurs qui sont très très fluctuants. Comment tu considères, enfin, c'est quoi, qu'est-ce que je considère comme mon revenu, tu vois? Est-ce que c'est l'argent que je me verse par ma société? Est-ce que c'est l'argent qui arrive sur la société? Enfin bref, du coup, pour faire un prorata des dépenses, etc., c'est plus compliqué. Mais nous, ce qu'on a, c'est un vrai compte joint où on paye notamment bah, le loyer et les dépenses alimentaires, etc. Dessus. Et on a en plus un compte épargne qui s'appelle le compte KIF, sur lequel on met chacun 10% de nos salaires pour payer des kiffs, donc du plaisir. Donc les places de théâtre, les vacances, tout ça, quoi. Ok, On trop essaie de bien. différencier les dépenses courantes où il faut qu'on arrive à cadrer à peu près ce qu'on dépense, quoi. Le kiff, c'est C'est genre, bah, tant qu'il y a du kiff, on veut faire des kiffs, on peut dépenser. c'est super intéressant, même pour vos petites vacances ou quoi. Petit kiff entre vous. C'est ça. En fait, Ok. c'était aussi pour rééquilibrer les dépenses parce que pour le coup, nous, on met la même chose, on gagne pas. Enfin, là, avec l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué. Donc, on s'est dit, bon,
on va mettre la même chose sur le compte commun. Donc, on met le même montant tous les mois sur le compte commun. Et par contre, on met 10% de nos salaires, donc moi, de mon chiffre d'affaires par mois et mon conjoint de son salaire sur le compte kiff. Donc, il y a des mois où c'est des très bons mois. Moi, je mets beaucoup d'argent sur ce compte kiff. Et il y a des mois où bah, je gagne presque rien. Là, je suis en congé mat, par exemple, je gagne quasiment rien. Et du coup, je mets beaucoup moins. Et du coup, ça permet aussi de remettre un peu d'équilibre sur les revenus. Et puis, bah, vu que c'est pour les kiffs, moi, voilà, ça dérange personne de payer plus pour les vacances, pour les kiffs. Du coup, c'était ma question suivante, parce qu'on a vu les comptes joints et les comptes séparés. Maintenant, supposons on prend un couple qui a une différence de revenus assez élevée. Comment tu vois les choses? Parce il y a aussi deux mondes, quoi. Ils mettent le même montant ou ils mettent au prorata de leur salaire. Franchement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est pour ça que l'argent en couple est un sujet que je trouve hyper intéressant. C'est que contrairement à, tu vois, si on fait un podcast sur l'assurance vie, le PER, il y a des faits, il y a des bonnes réponses. Là, il n'y a pas de bonne réponse. Ce que je dis moi aux clients, c'est que c'est important qu'il n'y en ait pas un qui se fasse trop tirer par le niveau de vie de l'autre. Donc en gros, je te fais un caricature, mais s'il y en a un qui gagne un SMIC et un qui gagne 5 000 euros par mois, bah voilà, il faut que ça s'équilibre, quoi. Il faut que celui qui gagne le SMIC puisse quand même bah, déjà payer sa vie sans être à crédit, quoi. Et en plus épargner un peu, parce que c'est dangereux si la femme qui n'épargne pas du tout, ça devient très dangereux pour elle, bah, s'il y a une séparation, et puis même hein, pour payer la retraite, pour payer l'apport IMO à un moment, parce qu'après, si elle épargne pas du tout, bah, c'est son conjoint qui va payer l'apport IMO, mais du coup, c'est lui qui a plus de parts, et le jour où il y a encore une fois une séparation ou même un décès, c'est compliqué. Donc, il faut bien que les deux puissent épargner chacun. Et après, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'on dit que chacun doit pouvoir épargner le même montant? Ça veut dire que chacun doit pouvoir épargner 400 euros par mois. Dans ces cas-là, bah, il faut faire le budget, etc., pour que ça tombe bien et que chacun puisse mettre de côté 400 euros par mois. Est-ce qu'on dit que c'est au prorata? Est-ce que chacun doit pouvoir épargner 20% de son revenu? Dans ces cas-là, bah, le 20% du SMIC, c'est pas pareil que les 20% de 5 000 euros, mais c'est une autre forme voilà, de justice. Est-ce qu'on met les mêmes montants quoi qu'il arrive? Parce que finalement, peut-être que celui qui gagne moins, ça veut dire aussi qu'il travaille moins, qu'il est moins fatigué. Donc, c'est pas juste. Voilà. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Je pense que c'est là où c'est la communication qui rentre vraiment en jeu. Et c'est là où c'est hyper compliqué parce que ça fait ressortir toutes les valeurs, toutes les croyances par rapport à l'argent, tout ce qu'on a entendu dans notre vie. Enfin, tu vois, c'est là où ça devient, je trouve, des sujets très, très compliqués. Ouais, Et il y a un sujet que je trouve. Hmm. c'est vraiment du cas par cas, en fait. C'est vraiment de la discussion. C'est vraiment discuter. Moi, il y a un sujet que je trouve particulièrement compliqué et qui arrive à beaucoup de gens de mon âge, c'est les couples où il y en a un qui a acheté sa résidence principale et l'autre vit chez lui. Et là, du coup, qui paye quoi? Parce que finalement, celui qui a acheté, il est prêt à payer son emprunt, il le fait déjà, il le faisait déjà avant de te rencontrer. Donc lui, il peut se permettre de rembourser son emprunt. En même temps, toi, tu vas pas vivre gratos. Est-ce que si t'es là, logé, nourri, c'est un peu de la triche aussi, enfin, tu vois. Et du coup, c'est là où ça devient aussi hyper prise de tête, quoi. La personne qui est là, qui est chez le propriétaire de l'appartement, si elle rembourse l'emprunt de l'autre, bah, elle capitalise pas, c'est vraiment de l'argent qu'elle balance par la fenêtre. Et puis, ça aide l'autre qui, finalement, pouvait finalement se permettre tout seul. Si elle paye rien, bah, ça fait un peu passager clandestin, c'est pas très juste non plus. Et là, je trouve ça très compliqué comme sujet. Ouais, c'est vraiment des sujets à mettre sur la table. Et pareil, pour l'épargne de précaution, par exemple, c'est plus une épargne de précaution commune, une épargne de précaution individuelle. Non, non, pour moi, chacun doit vraiment avoir son épargne de précaution. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, la plupart des solutions d'investissement du marché sont des solutions individuelles. On ne peut pas investir à deux dessus. Par exemple, si on a un livret A, c'est à son nom. Il n'y a pas de livret A de couple. Si on a une assurance vie, c'est très souvent à son nom. Là, on peut avoir des assurances vie en co-souscription, mais c'est uniquement pour les couples mariés en communauté. C'est pas des très bonnes idées de faire ça parce que si il y a un décès, s'il y a quelqu'un même, imaginons que votre conjoint est en coma et vous voulez retirer de l'argent de l'assurance vie, on va dire ah bah il faut deux signatures. Et bah oui mais mon conjoint est dans le coma. Ah bah c'est compliqué, prouvez-nous qu'il est dans le coma, qu'il peut pas signer. Enfin, voilà, alors que l'argent, pour l'instant, vous pouvez pas payer vos factures, quoi. Donc, c'est toujours bien d'avoir ces deux produits séparés. C'est toujours bien d'avoir de l'argent à son nom, parce qu'on n'est pas à l'abri que y ait des séparations, ça arrive très souvent. Même en cas de décès, hein, la succession, elle se règle pas en un claquement de doigts. Donc, il faut bien garder des sous à son nom. Et puis, bah, l'épargne de précaution, c'est aussi fait pour
pallier à des petits accidents de la vie ou des dépenses impromptues. Donc, je sais pas, si demain vous avez un problème familial et vous devez prendre un billet d'avion pour aller loin, c'est à vous de le prendre, quoi. Vous n'allez pas forcément aller voir votre conjoint et dire ah bah j'ai besoin de 2 000 € pour faire un aller-retour au Canada vite fait. Voilà, enfin, c'est bien d'avoir son propre argent, de ne pas avoir à quémander à l'autre, même si on s'entend bien, même si tout se passe bien, on ne sait jamais comment ça peut se passer, quoi. C'est ça. Ok. Très intéressant en tout cas. Bon, moi je suis pas encore du tout dans ce cas-là parce que je suis célibataire, mais très intéressant ce que tu me racontes. Maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est Pax, mariage, union libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences sur le plan patrimonial aussi pour montrer Ouais, on peut aux gens l'expliquer dans les comment? ouais, on peut l'expliquer dans les grandes lignes parce que sinon Oui, ça ferait oui, on pourrait oui, faire un oui, oui, podcast oui. entier dessus. Mais en gros, il y a trois types de différences selon moi. Il y a une différence sur la déclaration des revenus, il y a une différence sur la succession, et il y a une différence sur le rapport aussi à la responsabilité et aux dettes. Sur la partie déclaration des revenus, bon là c'est assez simple. Si on est en concubinage, on déclare les revenus séparément. En fait, niveau fiscal, on est rien du tout. Dès qu'on est pacsé ou marié, on déclare les revenus en commun. Et on n'a pas le choix. On peut pas dire je suis pacsé, mais je ne veux pas déclarer mes revenus en commun. Et là, il y a un grand mythe populaire, je trouve, c'est plus intéressant de se paxer pour les impôts ou de se marier pour les impôts. C'est très souvent faux. En fait, on va payer moins d'impôts si on est paxé ou marié, uniquement s'il y a une très grosse différence de revenus. Ça veut dire s'il n'y a pas les mêmes TMI, les mêmes tranches marginales d'imposition. Donc, imaginons, donc, voilà, mon cas par exemple. J'ai super bien gagné ma vie en 2025 et pendant cette même année, mon conjoint, lui, était au chômage. Et donc, moi, j'étais sur une TMI, donc la plus haute tranche d'imposition à 41%, et mon conjoint était sur une tranche marginale d'imposition à 11%. Dans ces cas-là, effectivement, si on se paxe et qu'on déclare en commun, on va avoir une moyennisation et donc on va repasser entre guillemets sur la tranche marginale à 30. Enfin, moi, en tout cas, mon revenu va repasser sur la tranche marginale à 30. Donc là, c'est intéressant. Par contre, dans un cas où il y a deux salariés qui ont à peu près le même type de poste, à peu près le même type de revenu, il n'y a pas d'intérêt fiscal à se paxer. Et ça a bien garder en tête parce qu'il y a plein de gens qui sont déçus, qui sont là. Je comprends pas, on est mariés, on paye les mêmes impôts. Bah oui, c'est normal. Malheureusement, l'État fait très peu de cadeaux. Et ça peut même être désavantageux de se paxer ou de se marier pour les impôts. Pourquoi? Parce que on a le droit en France à 10 000 € de niche fiscale. Les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 €. Les niches fiscales, c'est quoi? Dans les grandes lignes, c'est si vous avez une aide à domicile, garde d'enfants, mais aussi si vous faites des investissements, par exemple, je sais pas, des investissements Girardin, industriels, investissements dans les PME, dans Ouais. achat de parts de forêt, etc. Si vous êtes tout seul, vous avez une niche fiscale à 10 000 €. Si vous êtes en couple, vous avez aussi une niche fiscale à 10 000 €. La niche fiscale ne double pas. Donc si vous gagnez très très bien votre vie, vous faites beaucoup de niches fiscales parce que vous savez que ça peut réduire vos impôts et que ça vous intéresse et que vous avez la liquidité pour, et que vous paxez ou mariez avec quelqu'un qui faisait la même chose que vous, eh ben vous allez perdre en fait de l'argent. Vous allez payer plus d'impôts parce que la niche fiscale sera pleine. Ok. Voilà. Donc attention, ça arrive rarement, hein, c'est quand même assez marginal comme cas, mais ça m'a fait rire de voir ça chez certains couples. Quand on est marié Juste, paxé, voilà, on déclare en commun. juste une question. On déclare en commun, mais ce qui se passe, c'est que chacun va payer ou il y a un paiement commun qui sort du coup du compte joint. Alors, euh, aujourd'hui, le taux par défaut, c'est le taux individuel. Donc, ça veut dire que vous pouvez déclarer votre taux, votre propre taux d'imposition, et c'est sur ça que vous êtes, par exemple, prélevé à la source. Euh, Par contre, donc imaginons, voilà, donc on n'a pas le même revenu. Moi mon taux moyen, c'est, je sais pas, 15, et mon mari, ça va être 11. Et ben, on est chacun prélevé à la source de ce montant. Par contre, s'il y a eu des bonus, s'il y a eu des investissements qui défiscalisent, etc., à la fin, effectivement, de l'année, on va me demander soit de payer plus d'impôts, enfin de rembourser les impôts, soit à l'inverse, les impôts vont me rembourser. Par exemple, dans mon cas où je suis entrepreneur en micro-entreprise et où je n'ai pas payé d'impôts toute l'année, je n'ai pas demandé à ce qu'on me prélève chaque mois, j'ai décidé que j'allais les payer à la fin de l'année. Là, du coup, il y a une grosse somme à payer qui est sur notre fiche d'impôt commune. Et donc les impôts, en fait, ils s'en fichent de savoir si ça vient de moi ou si ça vient de mon conjoint. Les impôts, ils veulent juste qu'on les paye. Et donc c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être un peu compliqué. Il faut retracer du coup qui doit quoi, pourquoi, comment. Ou même s'il y avait un remboursement, ce serait pareil. Hein. S'il y a un remboursement de 2 000 € parce qu'on a été trop prélevé à la source,
ces 2 000 euros, ils appartiennent à qui? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame? Etc. Donc là, il faut refaire les calculs. Donc là, c'est un peu... Donc, c'est pas idéal encore, les impôts, mais en tout cas, c'est bien que maintenant, ce soit le taux individuel qui a été mis en place comme, voilà, en priorité, parce qu'avant, il y avait le taux par défaut, c'était le taux commun, un taux moyennisé. Et du coup, ça peut être très injuste pour la personne qui gagne moins. Donc maintenant, voilà, c'est moyennisé. Et Ok. normalement, la plupart des gens sont en CDI, donc prélevés à la source, donc il n'y a pas trop de problème à la fin de l'année. Il y a des différences aussi sur les responsabilités quand on est en concubinage, marié ou pacsé. Quand on est en concubinage, bah, chacun a ses propres dettes, chacun a sa propre, voilà, chacun a sa propre vie. Par contre, quand on est marié, toutes les dettes communes sont partagées, en tout cas quand on est marié en communauté, bien sûr. Donc si votre mari va jouer au PMU et s'endette, vous fait des crédits à la conso pour acheter des téléviseurs, bah, vous êtes responsable de ces dettes. Euh, même si elles datent d'avant mariage, enfin, vous êtes responsable de ces dettes en général. Alors que, et quand vous êtes pacsé aussi, quand vous êtes pacsé, les dettes du ménage, au moment où le ménage a été fait, sont aussi communes. Donc c'est quand même un, voilà. Après, on peut aussi être marié en séparation de biens, et du coup, là, c'est des règles différentes. Euh, et après, il y a la question de la succession. Où là, globalement, quand on est en concubinage, il n'y a aucun avantage successoral. Donc, c'est 60% de droits de succession sur le concubin. Donc ça, c'est hyper dangereux. Hein. Si vous êtes en concubinage avec des enfants, vous n'avez rien déclaré à personne, qu'il y en a un qui meurt, bah, l'autre va même pas pouvoir garder l'appartement. Enfin, il faut vraiment, dans ces cas-là, faire des testaments et protéger l'autre. On peut protéger avec des testaments, on peut protéger aussi avec l'assurance vie, parce que la clause bénéficiaire d'assurance vie, on peut mettre bah, mon concubin, Émilien, Delcrange. Et au moins, ça protège en cas de décès. Pour le PACS, c'est des règles un peu compliquées. Il y a une exonération fiscale, mais il n'y a pas de droit successoral légal. Globalement, ce qu'il faut retenir pour le PACS, c'est que si vous êtes pacsé, il faut faire un testament. Faites un testament, protégez votre conjoint avec les assurances vie, faites un testament notamment pour tout ce qui est immobilier. Parce qu'on en rigole un peu quand on est conscient de gestion de patrimoine, on a un humour bizarre, mais on dit, bah, si vous êtes pacsé, et que vous n'avez pas d'enfant et que vous décédez, bah, en fait, vos beaux-parents, vos parents, le parent de la personne décédée, sont propriétaires du coup de la moitié de l'appartement, parce que la succession va chez eux, et du coup, ils peuvent venir vivre avec leur belle-fille, quoi. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir les beaux-parents chez vous, faites un testament. Ça coûte pas très cher. Enfin, vous allez chez le notaire, vous faites les papiers, ça coûte pas très cher. Quand on est marié, c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais voilà, on va pas détailler tout, quoi. Ok. Ouais, super intéressant. D'où l'importance de prendre ça en compte. Parce que derrière, si on se protège pas, ça peut coûter très cher en cas de problème. Exactement. Et on fait un peu de pub pour notre métier, mais quand vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, il va vous parler de ça. Vous parler de quel est votre régime matrimonial, si vous avez fait des testaments, si vous êtes pacsé. On va regarder les clauses bénéficiaires de vos assurances vie, parce que par exemple, si vous êtes juste en concubinage, la clause standard, c'est pas votre concubin, c'est vos parents. Donc voilà, il y a plein de choses c'est des petites subtilités comme ça ça vaut aussi le coup, voilà, d'aller voir un conseiller pour ça, ou un notaire, ou un avocat fiscaliste. Enfin, mais en tout cas, de se renseigner bien, surtout quand on commence à avoir un peu de patrimoine, surtout quand on commence à avoir des biens communs, des enfants communs, etc. Du coup, comme levier pour protéger son conjoint, on a quoi? On a l'assurance vie, on a le testament. Le mariage, c'est ce qui protège le plus, hein, globalement. Oui. Si on veut pas se marier pour X ou Z raison, bah, le PACS protège quand même un peu. Et après, ouais, testament. Et si on veut vraiment juste être en concubinage parce que on est anti-réglementation, bah ouais, ça va être l'assurance vie. Ok, ouais. Et il faut faire attention aussi, j'ai déjà vu ça. Il y a déjà des clients qui m'ont dit ça. Mettre tout l'argent sur un compte commun pour croire que du coup ça va pas passer dans la succession, etc., ce n'est pas une solution. Attention à ce genre de croyance aussi. Il faut mieux faire les choses dans les règles et payer quelques centaines d'euros en notaire pour avoir un beau papier tout propre que d'essayer de faire des magouilles Ok, avec ouais. les comptes joints. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment chez les couples, notamment chez tes clients ou les couples dans ton entourage qui construisent qui essayent de construire leur patrimoine? Moi, la croyance dont on a parlé de dire ah, on va payer les impôts communs, on va payer moins cher, ça c'est hyper drôle parce que qui s'est dit ça? Enfin, je pense que ça vient de nos parents parce qu'à l'époque peut-être des générations précédentes, souvent il y avait la femme qui travaillait pas ou qui travaillait moins. Du coup, oui, Mhm. ça faisait moins cher, mais maintenant c'est complètement différent. Donc ça me fait assez rire. Non, sinon.
il y a l'augmentation du niveau de vie pour un des membres du couple qui arrive souvent. Moi, je vois quasiment que des gens qui sont pacsés sans testament. Le testament, ça fait peur. Testament, c'est un papier. Ah, on fait un testament si on va mourir. Ça veut aussi dire parler d'argent. Ça veut dire parler de mort et d'argent. Genre les deux sujets les plus Hmm. tabous de France, quoi. C'est comme quand on parle Et de du coup, les retraite. gens, ouais. Du coup, les gens veulent pas faire de testament, alors que, bah, en fait, si vous êtes en couple, si vous avez des projets communs, en fait, ça fait partie des projets communs. Donc, ouais, c'est ça les erreurs que je vois le plus. C'est en gros ne pas vivre trop dans le présent sans rien anticiper. Et ce qui peut, du coup, bah, poser des gros soucis par la suite. Ok, ok, ouais, c'est super intéressant. Toi, par rapport à votre couple, vous avez déjà fait une erreur que vous avez déjà payée par la suite? Ah là là, faut parler de nous. Bah, moi, typiquement, mon conjoint a eu une période de chômage assez longue. Et du coup, bah, la question forcément se posait de savoir si je payais, enfin, combien de plus je devais payer, etc. Et moi, par exemple, psychologiquement, c'était très très dur de me dire que j'allais payer la vie quotidienne de mon conjoint. Autant payer plus de resto, de kiff, de vacances, ça me dérange pas. Autant me dire, ah là, je dois payer le loyer de mon conjoint parce qu'il peut plus payer son loyer. C'était hyper dur pour moi. C'est pour ça qu'on a mis le compte kiff pour séparer en fait les restos et les plaisirs de la vie quotidienne. Moi, je considère que mon conjoint doit pouvoir payer sa vie quotidienne. Et donc, on doit faire attention à pas avoir la fameuse lifestyle inflation, la fameuse augmentation de niveau de vie sur la vie quotidienne. Par contre, après, on peut se faire plaisir sur d'autres choses. Et nous, on est pacsés depuis pas longtemps. On est pacsés depuis 6 mois. On n'a pas encore fait de testament, mais on n'a pas de bien immobilier commun. Donc pour l'instant, c'est pas la cata de pas avoir de testament. J'ai bien checké mes clauses bénéficiaires, etc. Donc voilà, donc, je pense que là, on est bon. Après, l'erreur que je vois beaucoup chez les couples, là pour le coup, alors c'est un autre sujet, mais c'est le sujet des enfants, c'est on ouvre un livret A pour les enfants. Ça, on va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il faut ouvrir pour les enfants et tout, mais sachez que c'est une erreur, qu'on peut en parler. Du coup? Tu veux que j'en parle? Ah, non, je sais pas, Je- je pensais que tu continuais ta phrase. Non, 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 bah, je pense que c'est tout. Non, nous, on n'a pas fait encore de grosses erreurs. Bien sûr, il y a eu des sujets de tension, bah, notamment quand il y en a un qui gagne beaucoup moins à un moment. Il y a eu des sujets de tension. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets de vraiment de tension chez nous? Non, c'était plutôt ça. C'est plus, voilà, des périodes de chômage, des périodes comme ça. Et si, bah, si, il y a toujours le sujet de dire que moi, je gagne nettement plus en euros, mon conjoint met beaucoup moins de côté que moi. Après, moi, j'ai pas les mêmes aussi contraintes avec la boîte qui peut, enfin, les revenus très fluctuants, j'ai de l'immobilier qui peut me coûter très cher aussi. Mais du coup, c'est parfois un sujet de tension aussi. Bah là, typiquement, pour rentrer dans le concret, en septembre, là, on est en mai. En septembre, on va devoir payer la crèche. C'est vraiment la question de bah, qui paye la crèche, comment on s'organise pour la crèche. Clairement, on va pas faire du 50-50, sinon mon conjoint il peut plus rien mettre de côté du tout. Mais du coup, bah là, c'est des discussions quoi. Et heureusement, nous, on en parle librement, mais Hmm. ça peut vite devenir des tensions quoi. Ou Ouais, même des craintes quoi. On peut se réveiller en disant oh putain, on va pouvoir payer la crèche. ouais, et puis c'est pareil parce que toi, potentiellement, bah, tu as un levier plus important, donc derrière, tu peux investir plus, tu peux préparer davantage ton avenir, alors que ton conjoint, qui a moins de revenus, et s'il doit payer la crèche, enfin, ou même d'autres dépenses, tu vois, Exactement. il investira moins, donc il préparera moins son avenir. C'est ça. Et du coup, ça sera plus compliqué pour lui plus tard, sans parler d'un cas de séparation où du coup, bah, lui, il s'est fait tirer vers le haut sur le niveau de vie et il se retrouve avec beaucoup moins d'argent. Donc c'est vrai, c'est des faits, c'est des bons, faut trouver les bons ratios. Après, on peut aussi se dire, donc là, c'est pas tout notre cas à nous, mais tu vois, moi, j'ai déjà vu chez des couples, par exemple, une femme, allez, on va prendre les stéréotypes encore une fois, mais tu vois, la femme qui est à mi-temps et l'homme qui bosse comme un malade jusqu'à 22 heures le soir, bah ouais, en fait, enfin, peut-être que ça l'embête aussi tu vois, de tout payer il se dit, bah attends, moi je travaille comme un malade. Si en plus ma femme elle paye rien du tout, ça veut dire que moi, le surplus d'argent que j'ai, au lieu de l'investir pour arrêter de travailler plus tôt ou me payer des gros kiffs pendant les vacances parce que je le mérite, bah je suis obligée de l'injecter dans une vie quotidienne. Enfin voilà. Donc il y a plein de sujets, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est super compliqué quand même, Ok, bah comme écoute, sujet. merci Morgane. Pour finir, une dernière question à te poser. Si tu avais une recommandation, bah, du coup, tu peux le dire, un conseil financier ou quoi, bah, un conseil, enfin, une recommandation à conseiller à un couple qui nous écoute, ce serait lequel? Bah, pour moi, c'est bien de se prendre un petit date, allez, tous les trimestres, où on parle des finances du couple. Donc allez, une fois tous les 3 mois, franchement, c'est pas beaucoup. On se fait un bon dîner, on va au resto et on se dit, bah voilà,
on parle finances. Alors, est-ce que notre budget, c'est toujours le même budget? Comment on paye les vacances? Est-ce que là, moi, par exemple, j'ai envie de faire 6 mois de break pro pour aller apprendre un nouveau métier. Est-ce que tu es d'accord pour compenser? À hauteur de combien? Ou sinon, est-ce qu'on tape dans l'épargne? Si à un moment, bah, j'ai plus d'épargne de sécurité, est-ce que tu vas me renflouer? Ou est-ce qu'au contraire, enfin voilà. Donc, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Et même pour échanger les bonnes pratiques, parce qu'il y a des couples, ils parlent pas d'argent. Ça veut dire que si, je sais pas, si moi j'ai entendu au bureau que c'était bien d'ouvrir un PEA, que j'ai ouvert mon PEA mais que je l'ai pas dit à ma femme, bah, finalement c'est dommage quoi. Elle aurait pu aussi faire son et mettre les mains dedans. Donc voilà, faire un petit date. Et là, typiquement, période des impôts, bah voilà, on se fait son petit date. On se prend un bon cocktail avant d'ouvrir la fiche d'imposition et on déclare ses impôts à deux. Parce que pareil, s'il y en a un qui sait pas de quoi on parle, qui a jamais déclaré les impôts, bah déjà, c'est quand même mieux d'être deux pour s'encourager. Et puis, bah, si un jour, il doit le faire parce que l'autre est malade, il y a une séparation, etc., bah, il se retrouve vraiment embêté, quoi. Il va faire des erreurs. Alors que bon, c'est 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 important, bien. quoi. C'est des choses qui sont importantes à savoir faire. Et puis si ça vous saoule, buvez un petit coup et puis ça ira mieux. Bref, où est-ce qu'on peut te Un petit retrouver, cocktail. Morgane? Et ben, on peut me retrouver. Moi, je suis très présente sur LinkedIn. Morgane Ernoux sur LinkedIn. C'est là où, si vous m'écrivez, je vous répondrai rapidement. Et puis, quand même, enfin, je trouve que c'est important dans l'argent en couple de dire que si vous n'arrivez pas à vous motiver à deux au début, eh ben, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Très souvent, les premiers rendez-vous sont gratuits. Et au moins, ça vous motive. Au moins, vous avez comme un psychologue qui est là, qui vous dit, allez, on s'y met. Allez, allez, on prend le stylo, on fait son petit tableau. Il y a des deadlines, il y a des échéances. Il y a quelqu'un qui va vous challenger aussi un peu, qui va dire, oula, là, vous avez mis que vous dépensez n'importe quoi, 3 000 € de resto par mois, c'est beaucoup. Vous faites combien de restos? Ok, ça serait peut-être bien. Vous avez aussi un projet de mariage dans 4 ans. Est-ce qu'on ne réduirait pas un peu les restos pour investir un peu pour le mariage? Enfin, voilà, qui vous fait prendre conscience aussi un peu de vos projets de couple et de comment gérer les finances. Nous, notre but, c'est pas du tout de vous faire économiser partout, etc. C'est que vous puissiez bien investir pour vos projets. Et du coup, bah, c'est sympa de parler de ces projets communs. C'est sympa de réfléchir à deux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, quoi. Et voilà, merci Morgane. Donc c'est vraiment Super. la Étape avant le communication psy. et la gestion de budget, super important. Merci pour tout. Et bien écoutez, Exactement. si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note, ça aide énormément à faire connaître le podcast. Je te mettrai également le lien du LinkedIn de Morgane dans la description. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, forme-toi, échange, sois suivi par un conseiller et investis pour demain. Allez, à très vite. Ciao, ciao.